D'accord, très bien. Super. Alors oui, on commence. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette session 4 du webinaire CNCV 3. Je m'appelle Claudia. Nous sommes déjà parlé lors de la première session. J'étais tenue me présenter, mais je m'appelle Claudia. Je travaille chez Cartology depuis un peu plus de 3 ans. Et nous sommes partenaires techniques avec le HCR pour les enquêtes de nutrition et nous avons aussi travaillé sur la version 3. Et je suis là pour ces 3 prochaines sessions, donc la session 4, 5 ou 6, qui va plus se concentrer sur le Sense version 3, plus sur les outils liés à la collecte de données sur mobile et la visualisation de questionnaires, des questionnaires que vous avez déjà vus avec Fanny jusqu'à présent, mais sur les outils eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, la session elle va durer 1 heure et demie. Et en termes de l'agenda d'aujourd'hui, donc il y a 3 choses principales que nous avons prévues pour la session d'aujourd'hui. C'est tout d'abord d'avoir une vue d'ensemble de la structure des formulaires Sense, version 3. Donc vous avez vu les modules jusqu'à présent, et là vous allez voir comment ils sont structurés dans ce qu'on appelle les XLS Forms, les formulaires Sense des 3, donc il y en a 5, et vous allez les voir l'un après l'autre. Ensuite, euh, avoir une vue d'ensemble des nouveaux aspects dans les formulaires Sense 3. Donc tout d'abord le consentement, comment est-ce qu'il est demandé. Vous allez voir qu'il y a toute une structure qui est faite à travers les formulaires, les 5 formulaires. Donc pour tout ce qui est consentement, pour tout ce qui est usage des mobiles, donc pour la collecte de données mobile, pour l'entretien humain, pour les mesures, pour le GPS. Donc ça, nous allons regarder un peu plus en détail. Ensuite, nous allons voir le nouvel aspect de la démographie et mortalité. Donc, la mortalité est un nouvel élément qui est introduit et nous allons voir comment il se présente et comment il faut l'utiliser. Ensuite, nous avons eu des nouveaux éléments de toute la partie anthropométrie, santé, anémie et IYCF. Donc ça, nous allons aussi regarder, par exemple, le SAM, le MAM, comment il est calculé, comment il apparaît aux écrans lorsqu'il est présent, et ainsi de suite. Et ensuite, nous allons regarder aussi tout ce qui est sécurité alimentaire, la couverture entre les zones de moustiquaires et tout ce qui est WASH, EHA. Vous allez voir que tous ces modules-là ont été groupés dans un seul questionnaire et nous allons voir comment ils sont structurés au sein de ce même questionnaire. Et ensuite, nous allons finir avec un bref aperçu des instructions pour tout ce qui est adaptation des formulaires Sense V3, car ces 5 formulaires qui sont disponibles pour vous, ce sont des formulaires globaux et vous allez avoir besoin de les adapter à votre contexte, avec les informations liées à votre contexte. Et en fait, vous allez voir comment vous pouvez modifier. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas modifier, d'autres choses que vous pouvez modifier à votre guise, d'autres choses avec précaution. Donc, nous allons avoir un bref aperçu aussi de ces instructions-là. Donc, commençons d'abord avec la vue d'ensemble de la structure du formulaire Sense. Donc, comme je vous disais avant, avec Fanny, vous avez parlé des modules en soi, mais en termes de formulaire, donc les différents fichiers XLS form qui sont disponibles pour le Sense V3, ils sont au nombre de 5. Et vous allez d'abord avoir tout ce qui est... Alors, les noms, ils sont en anglais parce que c'est leur titre, en fait. Mais vous allez avoir un premier qui se concentre sur la démographie. Et c'est le nom que vous voyez ici, le globe, le toit, etc., etc. Ils sont disponibles dans plusieurs langues. Aussi, ensuite, le deuxième que vous avez, c'est un démographie et mortalité. Donc, c'est exactement la même chose que le premier, mais vous avez une composante mortalité aussi que vous n'avez pas dans le premier. Et vous allez voir que ces deux-là sont à être utilisés soit l'un, soit l'autre. Donc ça, on va regarder aussi, mais les deux sont disponibles pour le téléchargement. Vous allez voir. Ensuite, nous avons un troisième formulaire qui est tout ce qui est sécurité alimentaire, tout ce qui est moustiquaire et l'achat, donc le Food Security Mosquito Watch. Tout ça, maintenant, c'est dans un seul formulaire qui est disponible. Et ensuite, comme le passé, nous avons un qui est sur tout ce qui est, enfin, le formulaire enfant, donc Infant and Child Questionnaire, et ensuite un pour les femmes, donc le Women Questionnaire. Donc, vous avez ces 5 formulaires-là en utilisation qui sont disponibles. Il y a des formulaires globaux à être adaptés à votre contexte et utilisés pour les enquêtes Sense. Maintenant, Claudia, excuse-moi, je te coupe. Il y a beaucoup de participants qui disent qu'ils t'entendent pas très bien de nouveau. Et que ça empêche, j'imagine, leur compréhension. Peut-être qu'on réessaye le casque, parce que je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça.
D'accord, donc vous m'entendez mieux, mais en fait, pas. Ben, il me semble qu'il y en ait que non. Ok. Alors, on va rester la classe, il n'y a pas de souci. Attendez. Euh, Des fois, c'est très clair, mais des fois, c'est coupé, en fait, c'est haché. d'accord. Euh, ok. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? On t'entend. Vas-y, parle et puis on voit si ça peut Voilà, être que mieux, hein, on de toute va faire façon. un petit test qualité. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, j'ai mon micro, je peux aussi le rapprocher. Ouais, Voilà. d'accord. Vas-y, merci beaucoup, Claudia. Désolée. Oui, pardon, il n'y a pas de souci. Je suis navrée. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous m'entendez pas. Ouais, ouais, d'accord. Euh, voilà. Donc, comme nous disions avant, nous avons ces 5 formulaires qui sont disponibles en Excel Form, le démographie et mortalité, le sécurité alimentaire, couverture en moustiquaire et EHA, le formulaire enfant et le formulaire femme. Et maintenant, nous allons mettre cela en relation avec les modules. Donc, vous avez le module 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors, pour le module 1, démographie et mortalité, là, vous avez le choix entre deux formulaires UTLS-Form. Donc, si vous souhaitez seulement mesurer, enfin, collecter des données pour la démographie, il faudra utiliser le premier questionnaire qui est le Global V3 Sense Démographie. Cependant, si vous voulez collecter des données pour la démographie et la mortalité, dans ce cas-là, il ne faudra pas utiliser ce premier-là, mais le deuxième, qui est un identique de premier plus la mortalité. Et ce formulaire-là, c'est le Global V3 Sense Démographie et mortalité. Ensuite, pour tout ce qui est module 2, donc anthropométrie et santé, pour tout ce qui est en lien avec les enfants, ce sera le formulaire Infant and Child. Et pour tout ce qui est en lien avec les femmes, ça va être, ça va être le formulaire pour les femmes. Pareil pour anémie. Donc tout cela, c'est tout regroupé ensemble dans un seul XLS form. Donc anémie, c'est pareil pour les enfants et les formulaires enfants et pour les femmes et les formulaires enfants, femmes. Et ensuite, pour la partie IYCF, donc comme ça concerne que les enfants, ça va être le formulaire des enfants, le Infant Child. Et maintenant, pour les modules 5 à 7, donc la sécurité alimentaire, la couverture en provision moustiquaire et tout ce qui est WASH, le HA, ça va être un seul formulaire qui va regrouper toutes ces choses-là. Et celui-ci, c'est celui qu'on a vu avant, le Food Security Mosquito et WASH. Voici une autre manière aussi de voir ces choses-là, donc mettre en lien les modules avec les utilisations qui sont disponibles. Donc le module 1, on va avoir soit le démographie, soit démographie mortalité. Le module 5, 6 et 7 vont être regroupés dans le troisième, dans le troisième questionnaire aussi. Et pour tout ce qui est anthropométrie, anémie et AMCF, ça va être le formulaire enfant et pour tout ce qui concerne les femmes, les femmes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Si quelque chose n'est pas clair, on peut y revenir sans problème. Alors, maintenant, donc on a vu la structure des formulaires, comment ils sont structurés par module aussi, et ainsi de suite. Maintenant, regardons les nouveautés dans chacun de ces formulaires-là. La première grande nouveauté, c'est le consentement. Donc, le consentement, il est présent au travers des formulaires, à travers toute l'enquête. Et ça va commencer, donc, vous commencez d'abord avec le questionnaire démographie ou alors démographie et mortalité. Et c'est là qu'on va poser pour la première fois la question du consentement. Donc, la toute première question que vous allez voir, c'est le consentement sur l'utilisation de la collecte de données sur module pour l'entrevue. Donc, ceci va se passer tout au début de votre enquête et votre questionnaire de démographie et mortalité. Et ensuite, et ceci c'est optionnel, vous allez avoir une question sur le consentement à l'utilisation du GPS. Donc, je dis que c'est optionnel parce que cette question-là est cachée, donc tout ce qui est par rapport au GPS est caché par défaut. Et il faudra que vous ajoutiez, vous, que vous la mettiez visible dans votre formulaire. Et c'est pour ça que il faudra que vous configuriez ceci. Donc, dans ce module 1 et formulaire démographie et mortalité, ou alors la démographie, vous allez avoir deux questions liées au consentement. En tout cas, une, voire même une deuxième, si vous en avez besoin, vous allez la configurer
ainsi. La première, c'est le consentement à l'utilisation de la coordination mobile contrôlée, et la deuxième, c'est l'utilisation du GPS. Ensuite, vous allez commencer avec, vous allez continuer votre enquête avec les modules 2 à 4 et les modules 5 à 7. Et dans chacun de ces questionnaires, donc d'abord dans le questionnaire enfant, ensuite dans le questionnaire femme et aussi le questionnaire sécurité alimentaire, WASH et couverture en moustiquaire, vous allez avoir, on va demander le consentement, pas pour l'entretien général, mais pour, par exemple, pour les femmes, pour l'entretien et les mesures qui concernent chacune des femmes, ou alors des enfants. Donc, pour chacun des enfants ou des femmes, vous allez mesurer de ménage, vous allez devoir demander s'ils sont d'accord. Et aussi, pour tout ce qui est sécurité alimentaire, couverture moustiquaire et WASH, pour chacune des parties. D'abord pour la sécurité alimentaire, ensuite pour la couverture en moustiquaire et finalement pour WASH. Et ensuite, pour tout ce qui est collecte de coordonnées GPS, celles-ci vont se passer dans les modules 2 à 4, entre la pénétrie santé et l'OSTF, ou alors dans les modules 5 à 7, et ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez configurer. Et ces coordonnées GPS peuvent être collectées dans les deux formulaires. C'est le consentement dans le module 1. Donc, quand vous avez demandé de d'accord, est-ce que je collecte les coordonnées GPS? Et les oui, je suis d'accord. Alors, je sais que ça peut paraître un peu très abstrait actuellement, parce que là, on va vraiment la vue ensemble. Alors, regardons partie par partie. Comment ça va se passer? Voilà. Donc, la toute première question liée au consentement va venir dans le formulaire démographie ou démographie et mortalité. Et c'est celle qui s'affiche ici à l'écran. Donc, ça va être le consentement qui a été donné pour mener l'entretien en utilisant la collecte de données sur mobile, utilisation du smartphone et de l'Internet. Si la réponse est non, eh bien, on ne pourra pas utiliser la collecte de données sur mobile. Si c'est oui, dans ce cas-là, vous pourrez aller de l'avant et vous pourrez demander tous les autres consentements pour le GPS et pour les mesures, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette question-là sur le consentement est présente et identique dans le formulaire démographie, l'utilisation démographie, et dans démographie mortalité. Donc, c'est exactement la même que vous utilisez l'un ou l'autre. Il n'y a pas de différence. Ce sera exactement la même question avec les mêmes implications et les mêmes types de réponses possibles. Donc voilà, ça c'est le point de commencement au niveau de l'enquête et du consentement. Ensuite, la suite des consentements, donc je vais vous demander le consentement général pour l'enquête, et ensuite vous allez demander pour chacun des enfants que vous allez mesurer et demander des informations pour cet enfant, et aussi pour chacune des femmes que vous allez interviewer et mesurer aussi, vous allez devoir demander à chaque fois êtes-vous d'accord. Donc voici comment ça se présente. Ici nous sommes dans le questionnaire enfant, et au début et là nous avons le enfant 1, le premier enfant que nous allons interviewer et mesurer, et nous posons la question du consentement de l'activité donnée pour mener l'entretien et prendre des mesures pour cet enfant-là. Si la réponse est non, eh bien nous n'allons pas pouvoir poser des questions pour cet enfant-là et le mesurer. Et si la réponse est oui, nous allons le faire, et puis ensuite nous allons pouvoir aller au deuxième enfant, au troisième enfant, au quatrième enfant, et ainsi de suite. Pareil pour les femmes. Donc ici nous sommes dans le questionnaire des femmes. C'est la première femme que nous interviewons nous voulons interviewer et mesurer, et nous demandons le consentement s'il a été donné pour mener l'entretien et prendre une mesure. Ok, alors je vais essayer de parler un peu plus lentement, je suis navrée pour ceci. Donc, si la réponse est oui, nous pouvons la mesurer. Si la réponse est non, nous passons à la prochaine personne que nous voulons interviewer. Maintenant, pour tout ce qui est le consentement dans la partie sécurité alimentaire, la partie couverture en moustiquaire et la partie EHA, le consentement sera demandé pour chacune des parties. Donc, vous allez avoir un questionnaire avec 3 questions différentes sur le consentement pour la sécurité alimentaire, ensuite pour les moustiquaires et ensuite pour l'EHA. Si la réponse est non à la première, deuxième ou troisième partie,
vous allez pouvoir passer à la prochaine. Donc, si c'est non, ça ferme toute la section. Par exemple, vous posez la question, êtes-vous d'accord que je pose des questions pour la sécurité alimentaire? Et on vous dit non. Dans ce cas-là, toute la partie sécurité alimentaire va se fermer dans le questionnaire et vous allez pouvoir passer à la prochaine, qui est la couverture en moustiquaire. Si celle-là est non aussi, dans ce cas-là, vous passez à EHA. Et si c'est non, eh bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire le questionnaire dans son intégralité. Donc, ces parties-là sont indépendantes l'une de l'autre en termes de consentement. Si la personne n'est pas d'accord de répondre à une certaine section, vous pourrez passer à la prochaine, mais peut-être que celle-là, elle sera d'accord. Maintenant, pour tout ce qui est GPS, donc ça, c'est l'autre type de consentement. Comment est-ce que cela se passe? Donc, revenons à notre questionnaire démographie et mortalité. C'est là, vers la fin du questionnaire, que nous allons pouvoir poser la question pour le GPS. Que nous avons configuré, nous avons fait en sorte à ce que cette question sur le consentement s'affiche dans notre questionnaire et que les autres questions dans les autres formulaires que nous allons collecter le GPS s'affichent aussi. Donc, nous avons préconfiguré cela dans le questionnaire. Nous sommes à la fin de notre questionnaire et la question sera posée. Est-ce que le consentement a-t-il été donné pour enregistrer les coordonnées GPS du ménage? Oui ou non? Si c'est un non, dans ce cas-là, lorsque vous allez mener l'enquête pour tout ce qui est enfants, femmes et la partie sécurité alimentaire, couverture en moustiquaire et EHA, eh bien, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas collecter les coordonnées GPS car la personne n'a pas donné son accord dès le début. Donc, si la réponse est oui, vous pouvez collecter les coordonnées, et si c'est non, et dans ce cas-là, il faudra ignorer tout simplement la question. La question, vous allez voir, elle n'est pas obligatoire, et vous pouvez l'ignorer si la personne n'a pas donné son accord. Encore une fois, comme cette question est dans le formulaire démographie démographie et mortalité, cette question-là sur le consentement pour les coordonnées GPS est identique, que ce soit dans démographie ou démographie et mortalité. C'est exactement la même comme celle sur le consentement général. Alors, on me pose la question, je vois que vous avez déjà répondu. Donc sur le chat, je vois la question, le consentement est demandé à chaque enfant directement ou à ses parents. Généralement, les enfants ont tendance à refuser de bien connaître et de les rassurer. C'est sûr, je comprends. Et la réponse, le consentement est demandé pour chacun des enfants de moins de 5 ans présents dans le ménage. On demande à la mère ou à la personne en charge de l'enfant. Donc effectivement, nous devons demander le consentement pour chacun des enfants, mais nous demandons ce consentement-là à la mère ou à la personne qui est en charge de l'enfant. Car c'est sûr, un enfant, parce qu'il s'agit de mesurer, il veut savoir peur, il risque de refuser tout. Donc c'est plutôt la personne qui est en charge de l'enfant qu'on demande le consentement. Mais pour chacun des enfants. Voilà, donc pour revenir à la question du consentement pour le GPS, donc nous posons la question dans notre tout premier questionnaire, démographie et mortalité, et ensuite le moment venu de collecter les coordonnées GPS, donc à la fin du questionnaire sécurité alimentaire, moustiquaire et EHA, ou alors le questionnaire enfant, ou alors le questionnaire femme, vous allez avoir la question qui s'affiche, donc comme vous observez ici, démarrer le point géo. Et cette question-là n'est pas obligatoire, donc si la personne a refusé tout au début pour les coordonnées GPS, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement passer à la suivante et vous n'êtes pas obligé de collecter les données. Si la personne a dit oui, dans ce cas-là, vous pouvez collecter les données. Alors, une remarque importante, donc ces questions-là sont cachées par défaut dans les formulaires globaux SENS V3. Donc, il faudra que vous alliez dans les XLS forms, de chacun des XLS forms concernés, pour afficher ces questions-là et configurer votre formulaire pour qu'il affiche ces questions-là avant l'enquête, pour que vous puissiez les avoir visibles. Sinon, si vous prenez les formulaires tels quels, vous allez les utiliser tels quels, vous n'allez rien voir par rapport aux coordonnées GPS, ni le consentement, ni les questions sur les coordonnées GPS. Nous avons mis en place une documentation pour vous aider
à faire ceci. Alors, permettez-moi d'accéder au lien. Donc, vous avez le document qui est accessible ici. Et je vais vous le montrer. Il est aussi accessible sur le site Sense. Et voici comment utiliser les points GPS dans une maquette Sense. Vous avez toutes les explications, où est-ce que ces coordonnées GPS sont présentes et comment les questions s'affichent, comment il faut faire en sorte à ce qu'on puisse les configurer. Donc voilà, ici, je vous explique comment faire dans l'Excel Farm pour que ces questions-là s'affichent. Et vous avez vraiment ce document-là qui vous montre étape par étape ce qu'il faudrait faire si vous souhaitez collecter les coordonnées GPS. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tout simplement les utiliser comme ça et ça marchera très bien. Alors, revenons à notre présentation. Avez-vous des questions? Tout va bien? N'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire dans le chat et à tout moment on peut se pencher sur votre question. Ok. Maintenant, allons regarder chacune des autres nouveautés dans les formulaires eux-mêmes. Donc la première, la deuxième, donc à part le consentement, la deuxième grande nouveauté dans le formulaire Sense V3, c'est le formulaire démographie d'un côté, et puis de l'autre côté le formulaire démographie et mortalité. Donc comment est-ce que ceux-ci sont structurés? Comment peut-on les utiliser? Comment s'affiche-t-il sur votre application? Alors, selon ce que vous devez mesurer, la mortalité ou pas, vous utiliserez soit le formulaire démographie, donc ça c'est si vous souhaitez mesurer que la démographie, ou alors la démographie et mortalité si vous souhaitez ajouter la composante mortalité. Le formulaire démographie en soi que vous connaissez déjà très bien, car il était déjà dans CNSV2 actuellement, et en gros il va examiner la taille du ménage et sa démographie. Maintenant, le formulaire démographie et mortalité, c'est ce même formulaire démographie et en plus de cela, vous allez avoir deux composantes supplémentaires. Ces composantes-là sont les suivantes. D'un côté, vous allez avoir, on va vous poser, donc, vous avez vu ici, on vous demande quel est le nombre total de membres au sein du ménage, donc les membres du ménage qui sont présents, qui sont dans le ménage, pas à ce moment-là précisément, pas présents physiquement, mais qui sont dans le ménage vers ces jours-là où vous faites l'enquête. Et ensuite, on va vous poser des questions sur chacun des membres de ce ménage. Et dans démographie et mortalité, on vous pose ces mêmes questions. Donc, combien de personnes vous avez dans le ménage et toutes ces informations par rapport à eux. Et en plus de cela, on va vous demander des questions sur les membres du ménage qui ont quitté le ménage, donc qui ne sont plus là, mais qui l'étaient il y a quelque temps. Et aussi les membres du ménage qui sont décédés. Et vous allez avoir plusieurs questions aussi pour ces membres du ménage qui ont quitté et qui sont décédés. Et donc vous allez avoir deux couches de questions supplémentaires. Tout d'abord la même qu'avant, donc qui est dans le ménage actuellement, qui était dans le ménage, qui n'est plus, qui est parti, qui a quitté le ménage et qui était dans le ménage et qui n'est plus parce qu'ils sont décédés. Donc vous avez ces trois couches ensemble dans le formulaire démographie et mortalité. Et quand vous allez mener votre enquête, donc il faudra prendre la décision, est-ce que je vais mesurer la mortalité ou pas? Et en fonction de votre décision, vous allez utiliser soit démographie, si vous ne voulez pas mesurer la mortalité, ou alors démographie et mortalité, si vous voulez mesurer la mortalité. Est-ce que tout va bien? Alors, si vous le souhaitez, je peux vous montrer aussi sur l'application ODK Collect. Donc, j'ouvre mon animateur avec ODK Collect pour vous montrer comment ces 5 XLS Forms s'affichent dans votre application. Donc, dans la prochaine session, nous allons vous expliquer pourquoi nous utilisons ODK Collect la semaine prochaine. Pour l'instant, focalisons-nous sur l'application elle-même et comment les questions vont s'afficher dans l'application. Donc, je vais entrer dans l'application pour vous montrer ces 5 formulaires. Donc, petit rappel pour y avoir accès, il faudra cliquer sur remplir un formulaire.
après les avoir téléchargés sur votre téléphone ou tablette. Et là, nous avons donc le premier questionnaire qui est le démographie et son alternative, démographie et mortalité. Ensuite, vous avez le sécurité alimentaire, la couverture moustiquaire et le EHA, le questionnaire enfant et le questionnaire femme. Alors, regardons par exemple comment il est le questionnaire démographie. Donc, on l'ouvre et on va l'explorer. Alors ça, c'est toutes les informations pour le consentement. Ensuite, le nom du camp. Alors, c'est un formulaire global. Il n'a pas encore été adapté, donc si vous avez des A1, des B, c'est normal. Vous, dans votre formulaire, après l'avoir adapté, vous ne devriez pas avoir ce genre d'informations. Alors, on va mettre des données. Voilà. On va choisir la date d'aujourd'hui pour l'entretien. Le numéro d'équipe. Je vais c'est le premier. Voilà. Alors là, nous arrivons à la question du consentement. Donc, c'est le tout début vraiment de l'enquête, là. Le consentement a-t-il été donné pour mener l'entretien en utilisant la collecte de données sur la ligne, donc avec les smartphones et les tablettes? Si il est non, là, dans ce cas-là, vous arrivez eh bien, sur le GPS parce que je fais en sorte à ce qu'il s'affiche. Mais imaginons qu'ils disent non aussi, non, je ne fais pas, tout ça. Dans ce cas-là, voilà, on arrive à la fin du questionnaire et ça ne va pas être possible de mener l'enquête en utilisant la collecte de données sur la ligne. Maintenant, s'ils disent oui, dans ce cas-là, vous allez avoir toutes vos questions qui s'ouvrent par rapport à la démographie. Alors, le sexe, le chiffre d'image, ainsi de suite, ainsi de suite. 30 ans, il vient du pays A. Encore une fois, ça devrait être adapté dans notre questionnaire. Est-ce qu'il y a des choses? Oui. Oui. Voilà. Et là, on commence à rentrer dans les données démographiques. Donc, on va lui demander quel est le total de membres au sein de ménage. On va dire qu'ils sont 5, par exemple. Et après, on lui demande au répondant si tous les membres de ménage sont comptabilisés et si personne ne manque. Ces questions doivent être complétées pour chaque membre qui vit dans le ménage. Donc, c'est là où on va commencer à poser des questions pour chacun des membres du ménage, d'abord le premier, le deuxième, jusqu'à 5. Et ceci est le formulaire démographique. Maintenant, sortons de celui-ci et regardons comment le démographie et mortalité se comportent. Donc là, pareil, on va avancer. Donc même question qu'avant, c'est tout ce qui est métabolique. Voilà. Le consentement qui est pareil, la question est exactement pareille. Donc on va dire que oui, ils sont d'accord. Ensuite, voilà. Là, je vais dire qu'il a 5 ans. Et hop. Voilà. Et ensuite, nous allons arriver à la même question qu'avant. Donc, combien de membres de ménage sont présents? Donc, on va dire comme avant, ils sont 5. Et là, on va poser les mêmes questions pour ceci. Et si vous allez plus loin dans le questionnaire, là, c'est toutes les questions par rapport à ceux qui sont présents dans le ménage. Et lorsque vous allez répondre à toutes les questions par rapport à ceux qui sont présents, vous allez avoir cette question qui s'affiche. Quel est le nombre total de ménages qui ont quitté ce ménage depuis? Et ça, c'est un moment précis, soit on peut dire début d'année, ou alors un événement important qui a déclenché le mouvement de population, ou il faudra l'adapter selon notre contexte. Et là, si vous mettez par exemple une personne qui a quitté, dans ce cas-là, on va vous poser des questions aussi par rapport à cette personne-là qui a quitté, ou 2, ou 3, ou 5, en fonction de ce qu'elle a. Donc, le nom, l'âge, le genre, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez répondu aux questions pour les membres qui ont quitté le ménage, vous allez avoir les mêmes questions pour ceux qui sont décédés. Membres qui ont quitté.
Voilà. Et la question sur ceux qui sont décédés. Donc, quel est le nombre total de ménages qui sont décédés depuis le même événement, ou le même en même temps. Et là, pareil, vous allez mettre un chiffre, et ensuite vous allez avoir un, un groupe qui se répète en fonction du nombre que vous avez mis, et qui va vous poser la même question pour tous ces nombres-là que vous avez mentionnés. Et voici pour le formulaire démographie et mortalité. Est-ce que tout est clair? Vous avez des questions ou c'est tout bon? Donc c'est à étudier soit l'un ou l'autre. Et il y en a un les deux ont une base identique et le deuxième a des couches supplémentaires de questions par rapport aux membres qui ont quitté et qui sont des ménages ou alors qui sont décédés. Ok, alors n'hésitez pas si vous avez une question qui revient plus tard. Alors, en relation avec les données de mortalité, vous avez aussi un document avec des instructions de comment analyser ces données dans le logiciel que je vais aussi vous montrer. Donc, il est aussi disponible sur le site Sense. Et c'est un fichier qui s'ouvre. Et là, vous allez avoir les instructions pour l'analyse de la mortalité. Alors, ces instructions-là sont disponibles en anglais pour l'instant. Elles seront disponibles aussi en français sous peu. Et voici comme elle est. Donc, il vous explique en utilisant plusieurs softwares, soit Aggregate ou sur Kobo. Et ensuite, on vous montre comment les données s'affichent dans votre base de données et comment vous pouvez utiliser ces données-là pour effectuer l'analyse de ces données dans le logiciel. Merci. Donc cette présentation vous sera partagée par la suite et vous pourrez avoir accès à ces informations à travers la présentation ou alors même à travers du site CNS. Alors, ensuite, regardons toute la partie, donc les modules 2 à 4, tout ce qui est anthropométrie et santé, anémie et IVSF. Quels sont les nouveaux aspects dans ces modules-là? Qu'est-ce qui a changé dans le SENS V3? Tout d'abord, nous avons maintenant des Z-scores qui sont calculés directement dans le formulaire. Vous avez et en fonction de cela, vous allez avoir des alertes, ce qu'on appelle des flags, pour tout ce qui est SAM, MAM et anémie. Voilà, ANG, IVCF, et on appelle aussi ANG en français. Donc, ces Z-scores, ils sont calculés directement. Donc, vous posez les questions, vous mesurez les enfants, vous entrez ces données-là, et dans votre base de données qui va sortir, vous allez avoir les Z-scores qui sont calculés directement. Et ces Z-scores aussi vont sortir des alertes ou des flags dans l'enquête elle-même pour vous dire attention, ce cas est un SAM, ce cas est un MAM, ce cas est un MCM. Ensuite, une autre nouveauté dans ces questions-là, c'est que vous allez avoir une deuxième mesure qui sera nécessaire. Donc, il faudra remesurer l'enfant une deuxième fois, pour les cas où vous allez avoir affaire à un SAM, ou alors masse, en français, SAM ou masse. Et lorsque vous allez avoir des valeurs un peu invraisemblables, qui semblent impossibles, dans ce cas-là, on va vous demander de remesurer pour être certain de vos mesures. Et ensuite, vous avez la section ANG qui a été aussi révisée dans cette version. Alors, regardons, je vous avais dit que vous allez avoir des alertes pour les SAM, MAM et anémie. Alors, ces alertes-là, vous les avez déjà, mais maintenant, elles agissent légèrement différemment. Alors, un SAM ou un MAS, c'est donc une malnutrition aiguë sévère. Vous allez avoir une alerte pour une malnutrition aiguë sévère qui sera déclenchée pour tout enfant que vous allez mesurer, en tout cas une fois, et que son IAC est inférieur à 115 mm, que cet enfant a un œdème bilatéral, ou alors que son score VH7 est inférieur à -3. Donc, si vous avez une de ces trois conditions, et qu'en plus de cela,
l'inscription, lorsqu'on vous demande est-ce qu'il a été inscrit au programme de traitement de la malnutrition, on vous dit non, ou alors je ne sais pas. Dans ce cas-là, un SAM va être détecté dans votre formulaire directement, donc sur votre téléphone directement. Et en plus de cela, une deuxième mesure vous sera demandée. Donc, vous allez devoir remesurer l'enfant pour être sûr, pour être certain. Et dans ce cas-là, on va vous dire, donc là, vous voyez ici, ça c'est c'est sur, c'est sur l'application Handicap Collect. Donc ici, il a détecté un SAM et il vous demande de faire une deuxième mesure de cet enfant-là. Et ensuite, une fois que vous avez confirmé les données, on vous dit, alors cet enfant, l'enfant 1 ou ABC, doit être référé pour malnutrition aiguë sévère, donc SAM, et il faut remplir un formulaire de référence en bibliothèque. Donc vous avez les instructions pour le SAM. Alors, je vais vous montrer sur le téléphone comment cela réagit. Donc j'ai des valeurs que je vais montrer. Je vais sortir de ma présentation. Je vais réouvrir mon Handicap Collect et on va faire. Je m'excuse, je vais mettre ma présentation ici. Voilà. Alors, on va en grand, comme ça on va bien. Et ensuite, entrons dans le questionnaire enfant. Voilà, il est en français, c'est tout bon. Donc là, pareil, il faut mettre tout ce qui est métadonnées. Ok. Voilà. Alors, là, on me demande d'ajouter un questionnaire enfant. Donc, est-ce qu'il y a un enfant dans le ménage que je peux mesurer, que je peux poser des questions par rapport à cet enfant aussi. Donc, je vais dire oui, je vais ajouter un enfant. Ensuite, avant de poser quelques questions que ce soit ou de mesurer l'enfant, il faudrait évidemment demander le consentement. Donc, le consentement a-t-il été donné pour mener l'entretien et prendre les mesures? Alors, si c'est non, dans ce cas-là, on passe au prochain. On va dire que c'est oui. Ensuite, on me demande le nom de l'enfant, donc on va l'appeler enfant 1. On va dire c'est un garçon. Alors, avez-vous un document officiel indiquant le jour, le mois et l'année de naissance de l'enfant 1? On va dire non, dans ce cas, comme ça on peut mettre le nom précisément pour déclencher le SAM. Alors, on va supposer qu'il a 13 mois. Et ensuite, est-ce que l'enfant est arrivé à ce moment-là, avant ou après l'événement déclencheur du feu de réfugié? On va dire qu'il est arrivé avant. Est-ce qu'il est présent dans le ménage? Alors, on pose cette question pour les mesures. Alors, on dit oui. Ensuite, le poids en kilogrammes. Alors, on va supposer qu'on a pesé et qu'il fait 8 kg en 7. Est-ce qu'il porte des vêtements pour la mesure du poids? On va dire que oui. Alors, la longueur, la taille en centimètres de l'enfant 1, on va supposer qu'il a 87 cm. 87 cm. Est-ce qu'il a été mesuré en position couchée ou debout? Alors, on va partir du principe qu'il a été en position couchée. Est-ce qu'il présente des œdèmes bilatéraux? Alors là, je vais dire non. Je vais supposer que non. Comme ça, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est déclencher le DH7. Donc, je vais dire, et si je dis bilatéral, ça va le déclencher tout de suite. Donc, je vais dire, c'est pas le cas. Et ensuite, le MUAC, on va supposer qu'il est à 137. Donc, ça paraît totalement, ça paraît ok. 137, c'est au-dessus des 115, tout ça. Donc ça, il est ok comme ça. Cependant, dès que je vais à la page suivante, on me dit les données de l'enfant doivent être reprises, mesure de contrôle. Donc déjà là, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui est détecté. Soit c'est un SAM, un MAM, ou alors il y a des valeurs un peu invraisemblables, qui paraissent impossibles et qui ont été détectées par le système. Donc on va faire la mesure. Donc de nouveau, est-ce qu'on connaît la naissance? Non. Mais on sait qu'il a 13 mois. Ensuite, le poids en kilogramme, on était à 8,7.
La taille en centimètres, on était à 87 centimètres. Est-ce qu'il a été en position couchée ou debout? Il a été en position couchée. Ensuite, le MUAC, on l'avait mis à 137. Et ensuite, alors c'est important qu'on réponde non, parce que si on dit oui, dans ce cas-là, le SAM ne va pas se déclencher, alors on va dire non. Ou alors on ne sait pas, il n'est pas actuellement en charge au sein de ce programme-là pour le traitement de la malnutrition. Ensuite, on va dire non, non, je ne sais pas. Ensuite, on va me demander de mesurer la nuit. Donc là, je vais mettre un J. Et ensuite, je vais le mettre à 7.0, car je ne vais pas déclencher la nuit. Et nous savons que doit être inférieur à 7. Et voilà. Et c'est là où j'ai mon alerte SAM, donc qui s'est enclenché. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon MUAC il n'était pas inférieur à 115, il était parfaitement normal. Il n'avait pas d'œdème unilatéral. J'ai dit non, il n'est pas enregistré dans un programme pour traiter la malnutrition. Et en fait, ce qui a déclenché mon SAM actuellement, c'est mon score BH7 qui était inférieur à mon 3. Donc en fait, les valeurs, que ce soit le poids, la taille et le MUAC que j'ai entré, ont déclenché ce SAM. Donc ça, c'est une nouveauté. Dans le passé, c'était le MUAC ou le latéral qui déclenchait, mais maintenant, il y a aussi le BH7 qui est calculé, qui déclenche ça. Donc voilà, là, j'ai mon message d'alerte. Et alors, maintenant, notre présentation. Et donc ici, MUAC était normal, l'œdème bilatéral était normal, et c'est le VHZ plus non à l'inscription au programme qui a déclenché mon alerte pour ça. Et en plus de cela, on m'a demandé de remesurer. Donc la deuxième mesure va devoir avoir lieu dans tous les cas de SAM. Alors, ensuite, comment ça se passe pour le MAM, pour la malnutrition aiguë modérée? Donc, nous allons avoir les mêmes questions qui sont posées. Alors, les critères pour ceci, pour qu'un MAM se déclenche en votre formulaire, il faut que votre MUAC soit entre 115 et 125 mm et que votre score VH7 soit entre -3 et -2 et qu'en plus de cela, comme avant, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous avez les deux, ça va déclencher aussi, mais vous pouvez avoir soit le MUAC qui est dans cette tranche-là ou le VH7 qui est dans cette tranche-là. Et en plus de cela, vous devez dire que non, il n'est pas, ou alors vous ne savez pas s'il est inscrit au programme de traitement de la malnutrition. Et dans ce cas-là, une deuxième mesure de l'enfant pourrait être requise dans le formulaire. Si tout ce qui est donné de poids et taille semble impossible ou invraisemblable. C'est vraiment il y a quelque chose qui est très invraisemblable, on va vous demander de le remesurer, mais ce n'est pas le cas d'office. Donc, et vous allez avoir ce message d'alerte qui s'affiche donc pour le même, semblable comme ça, mais ce sera pour le même. Alors, faisons un petit test sur notre application avec des nouvelles valeurs. Alors, revenons en arrière dans notre questionnaire. Voilà. Le nom de l'enfant, on va toujours l'appeler enfant 1. Et c'est au niveau des mesures qu'on va changer de nom. Alors, avez-vous un document officiel? On va toujours le nom, comme ça on peut mettre le nom de nom précisément. Alors, là, je vais partir du principe qu'il a 30 mois. Ensuite, on va regarder comme ceci. Est-ce qu'il est présent? Oui, il est présent. Alors, le poids en kilogramme, on va le changer. On va le mettre à 7,8. Après l'avoir pesé. Oui, il portait toujours, il portait des vêtements aussi. Alors, la taille, on va la mettre à 75, pardon, 6. Il a été en position couchée aussi. Non, il ne présente pas des œdèmes bilatéraux. Et ensuite, le MUAC, on va le mettre à 128, qui en soi paraît, il n'est pas dans la tranche comme nous avons vu avant. Donc, ce n'est pas celui-ci qui va déclencher le MUAC. Alors, on va garder son nom, il n'est pas inscrit, ça c'est important.
Et ensuite, ces questions, on peut les garder pareil. Alors, tout ce qui concerne l'anémie, on va garder à 7 aussi, comme ça, on ne déclenche pas l'anémie. Et voilà. Donc, avec les valeurs que j'ai entrées, j'ai pas eu de deuxième mesure. Par contre, il a détecté un MAM. Il a détecté un cas de MAM. Donc, le cas de MAM, c'est lorsque l'IMUAC est entre 115 et 125, ce qui n'est pas le cas, car nous avions 128. Donc, ça semble OK. Cependant, le PTZ, le VHZ, le score, il était entre -2 et -3, et c'est ça qui a déclenché le MAM. Et en plus, toujours qu'elle n'a pas été prise en charge pour le traitement de la malnutrition. Et voici. Et alors, pour tout ce qui est anémie, donc ça, c'est assez, c'est comme dans le passé. Pour tout ce qui est anémie, c'est le taux d'hémoglobine qui va indiquer si on a affaire à une anémie sévère ou pas. Donc, elle est déclenchée dans le formulaire pour chaque enfant lorsqu'il a un taux d'hémoglobine inférieur à 7. Y compris la correction d'altitude. Ça, c'est aussi un nouvel élément que nous allons vous présenter aujourd'hui. La correction de l'altitude. Donc, une fois que votre taux d'hémoglobine est inférieur à 7, une fois la correction d'altitude présente, une anémie sévère sera détectée. Vous allez avoir une alerte pour anémie sévère. Alors, dans notre application, donc, nous pouvons garder le MAM, nous gardons le tel quel. Maintenant, nous pouvons juste revenir à toutes les mesures pour l'anémie. Donc, on va garder sur G, et donc le BIN, alors on va mettre à 6.8, par exemple, comme ça on déclenchons une alerte. Le MAM est toujours là, il est présent, on ne va pas changer le poids, la taille et l'IMUAC. Et en plus de cela, nous avons une anémie sévère qui a été détectée, et le système nous informe de ceci. Donc, il a besoin d'être référé pour un anémie sévère. En plus, c'est un formulaire de référence en double exemplaire, un formulaire pour la mère, pour la personne en charge de l'enfant, et un autre pour le centre de santé, etc. Et voici pour les nouveautés dans le formulaire lui-même, dans le questionnaire, comment il s'affiche, comment il se comporte sur l'application avec Collect. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? J'espère que vous m'entendez toujours très bien. N'hésitez pas à me dire aussi si ce n'est pas le cas. Ok, super, super. Maintenant, une autre nouveauté dans le Sense V3, par exemple le Sense V2, c'est ce qu'on appelle le cut-off. Donc, je vous avais dit avant pour tout ce qui est mesure d'anémie, il faudra corriger le taux d'hémoglobine en fonction de l'altitude. Et la grande nouveauté, et ça je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la session d'aujourd'hui, comment c'est dans le XLS Form lui-même. Mais maintenant, dans le XLS Form lui-même, vous avez un onglet qui s'appelle HB Cutoff. Donc ça c'est le XLS Form enfant. Et là, dans le XLS Form enfant, et c'est pareil dans le XLS Form de femme, pour la femme, vous allez avoir un onglet qui s'appelle HB Cutoff. Et vous allez avoir les réductions à faire en fonction de votre localité. Vous avez une liste. Donc, si vous trouvez votre localité dans la liste, il faudra appliquer les valeurs qui sont mises ici. Et on va vous montrer où il faut modifier exactement dans l'XLS Form pour faire ceci. Et si vous ne trouvez pas votre localité dans cette liste, dans ce cas-là, il faudra laisser tel quel. Donc ça, c'est une nouveauté. On va regarder plus tard, lorsqu'on regarde comment modifier l'XLS Form, comment procéder à cette modification. Mais vous avez les données aussi maintenant directement dans l'XLS Form. Ensuite, donc, nous avons fini les modules 2 à 4, donc tout ce qui est anthropométrie, santé, anémie et algie. Maintenant, regardons le formulaire sécurité alimentaire, couverture en moustiquaire et EHA. Qu'est-ce que nous avons de nouveau? Alors, nous avons des nouveautés dans la partie sécurité alimentaire et aussi la partie EHA. Donc, la partie sécurité alimentaire, vous avez
deux calculations qui se font de ce qu'on appelle le RCSI, le Reduced Coping Strategy Index d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le FCS, le Food Consumption Score. Donc, je sais que Fanny vous en a déjà parlé de ces deux indicateurs, vous expliquez en quoi ils consistent, comment ils sont calculés. Moi, ce que je vais faire lors de cette session, c'est de vous montrer où est-ce qu'ils sont dans le XLS Form, donc dans le questionnaire lui-même, la calculation, et où ils seront dans la base de données que vous allez obtenir au moyen de ce XLS Form. Ok, donc, le premier screenshot que vous voyez ici, c'est l'XLS Form. Donc, c'est une calculation qui est faite. Donc, vous n'allez pas la voir dans votre questionnaire. C'est quelque chose vous allez répondre aux questions. En fait, c'est le système lui-même qui va le calculer dans le fond et qui va ensuite vous sortir les données calculées dans votre base de données. Mais voici comment il se présente. Donc, c'est le RCSI, la calculation, et c'est quelque chose qui va se faire d'office en fonction des questions auxquelles vous répondez. Et dans la base de données, vous allez avoir une colonne avec toutes les valeurs. Donc, vous allez avoir une ligne par donnée, comme base de données, et vous allez avoir le RCSI qui va se calculer pour chacun des ménages que vous avez interviewés. Et c'est pareil pour le Food Consumption Score. Donc, vous avez, ça c'est le XLS Form, et ça c'est la base de données. Donc, vous avez une formule assez grande qui se fait, donc elle aussi, elle n'est pas visible parce que c'est une calculation qui se fait en arrière-fond. Mais dans la base de données, vous allez voir le FCS qui est calculé pour chacun des ménages. Alors, en termes de base de données, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est une base de données sécurité alimentaire, couverture en moustiquaire et EH1. Et là, vous avez toutes les questions auxquelles vous répondez. Et là, vous voyez qu'en fonction de vos réponses que vous donnez ici, vous allez avoir le RCSI qui se calcule. Et ensuite, en fonction des réponses que vous donnez encore plus tard, dans la base de données, vous allez avoir le FCS qui se calcule aussi. Ou le SCA, score de consommation alimentaire en français. Et grâce à ces deux indicateurs-là, vous allez pouvoir effectuer votre analyse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi par rapport à ceci. Donc ça, c'est pour tout ce qui était sécurité alimentaire. La grande nouveauté, ce sont ces deux indicateurs-là qui sont calculés à l'arrière-plan de votre questionnaire. Maintenant, dans la partie EHA, donc tout ce qui est WASH, approvisionnement en eau, etc., il y a des nouveautés aussi. Donc, les indicateurs sur l'approvisionnement en eau, la quantité d'eau et la défécation vont être alignés sur les indicateurs de GMP. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la liste des choix de CNC3 qui s'est alignée pour qu'il y ait une harmonisation de l'analyse. Et aussi, les calculs pour l'approvisionnement et la quantité d'eau ont été adaptés aussi. Alors, vous voyez ici à l'écran, ça c'est la question sur la principale source d'eau, de boisson. Donc, cette question était déjà présente dans le CNCV2. Cependant, vous allez observer que les choix sont soit dans un ordre différent ou alors légèrement adaptés au GMP. Et c'est pareil pour la question sur la défécation. Donc, où est le nombre de votre ménage, à l'exception des enfants de 25 ans, allez-vous habituellement faire des besoins? Là, pareil, les choix sont adaptés à une harmonisation de l'analyse et des données. Voilà. Et en fait, donc, je dis qu'ils ont été alignés sur les indicateurs du GMP, mais à vrai dire, ils ont été alignés sur le CAP, sur les enquêtes CAP de l'HCR, qui elles-mêmes sont alignées sur les indicateurs GMP. Car avant, on ne parlait pas de GMP. Ensuite, donc ça, c'est d'abord la liste des choix a été harmonisée. La deuxième des choses, ce sont les calculs. Le calcul de la quantité d'eau a été légèrement modifié. Donc, dans le passé, nous regardions si l'eau était potable ou pas. En fonction de cela, nous avions la quantité d'eau potable qui était
calculé par ménage, par personne par ménage. Maintenant, il y a un nouvel élément qui est pris en compte, qui aussi vient du cap d'achat qui est mis sur le GNP. C'est on regarde si l'eau est protégée ou pas. Donc, non seulement c'est les potables de la source, donc une source potable, une source protégée, qui est considérée comme potable, mais aussi, on regarde aussi le contenant dans lequel l'eau est collectée et stockée. Est-ce que ce contenant-là, ce récipient-là, il est protégé ou pas? Et on regarde aussi en demandant s'il est couvert. S'il est couvert, si nous avons un bouchon, il n'y a pas de trou dans le contenant, on part du principe qu'il ne pourrait pas y avoir de vecteur de contamination de l'eau. Donc l'eau, elle est potable à la source, et en plus de cela, elle est protégée. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans CNCV2. Dans CNCV2, on regardait seulement la source d'eau. Est-ce que la source, elle est considérée comme potable? Ensuite, en fonction des récipients, la quantité des récipients, leur contenance, etc., on calcule la quantité d'eau. Mais maintenant, on regarde aussi le contenant, c'est-à-dire si, imaginons, nous avons un cas où nous avons 3 récipients, avec lesquels nous allons collecter de l'eau potable, une source potable chaque jour, et un de ces contenants-là n'est pas couvert, ou a des trous, ou une piètre état. Dans ce cas-là, ce contenant-là, l'eau qui est collectée avec ce récipient, ce contenant-là, ne va pas être incluse dans le calcul de l'eau potable et protégée. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si c'est pas clair. Donc vraiment, il y a une deuxième couche en fait, une deuxième dimension qui est prise en compte pour le calcul de l'eau. C'est si l'eau est protégée ou pas. Et si le risque de contamination de l'eau est ensuite. Une nouveauté aussi dans SenseV3, dans la partie EHA, c'est l'indicateur d'accès au savon qui provient aussi des enquêtes CAP-EHA et directement du GNP. Alors, ceci est mesuré par une simple question. Donc, on demande, quand vous le voyez ici, on demande au ménage de nous montrer le savon qu'il a la personne qu'on interviewe, nous montrer le savon ou les savons qu'ils ont dans le ménage. Et on va attendre pendant 1 minute. Alors, et si le ménage nous dit tout de suite non, j'ai pas de savon, alors dans ce cas-là, on dit non. Si il le cherche et il le trouve pas, dans ce cas-là, on dit non. Et si il le cherche et il revient 5 minutes après avec un savon, on va pas le prendre en considération non plus parce que c'est plus qu'1 minute. Alors, pourquoi 1 minute? Pourquoi on ne le laisse pas chercher autant de temps qu'il veut et nous présenter qu'il va trouver? En fait, on a mis la limite de 1 minute pour éviter que le ménage veut nous faire absolument plaisir, nous trouver un savon, et qu'ils aillent par exemple chez le voisin ou qu'ils aillent au magasin acheter le savon pour nous montrer qu'ils ont un savon. Mais ceci ne veut pas dire qu'ils ont un savon dans la maison qu'ils utilisent pour le lavage des mains. Donc, on veut éviter que ce genre de cas arrive où ils vont nous donner le savon de quelqu'un d'autre ou qu'ils viennent à peine d'acquérir, qu'ils n'utilisent pas dans la vie de tous les jours, et que du coup, nos données soient faussées. Ce délai-là a été adapté à plusieurs minutes selon les contextes. On m'a dit, par exemple, le savon, c'est la chose qui se déplace le plus en ménage, on ne sait jamais où il est, donc il se peut qu'on prenne 3 minutes pour le trouver. Ça peut être adapté, mais de base, c'est 1 minute. Voilà, j'espère que c'est clair aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce nouvel indicateur aussi dans H. Voilà, donc nous avons regardé tous les nouveaux aspects qui sont présents, une grande partie des nouveaux aspects qui sont présents dans le nouveau formulaire. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans le chat, nous y répondrons très volontiers. Maintenant, nous allons passer à la partie adaptation. Donc, vous allez recevoir ces 5 formulaires, vous avez accès même depuis le site Sense, Sense. Vous allez les downloader et en fait, ce sont des formulaires globaux. Donc, vous allez avoir, comme vous avez vu dans mon questionnaire, vous allez avoir comme quand un de bébé et il faudra que vous adaptiez à votre contexte. Comment est-ce qu'on fait ceci? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque questionnaire
MDC de Sense est conçu pour obtenir le meilleur équilibre entre normalisation globale et adaptabilité locale. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre certaines choses qui peuvent être adaptées à votre contexte, mais il y a quand même d'autres choses qu'il faudra adapter vous-même. Les indicateurs clés sont comparables d'un pays à l'autre et d'une année à l'autre. Ça, c'est le côté normalisation globale. Ça permet de comparer d'un pays à l'autre, ça permet de comparer dans le temps, et il y a certaines règles qu'il faut respecter pour certains indicateurs vraiment clés qu'il ne faudra pas toucher, par exemple, ne pas modifier de telle manière ou telle manière, pour permettre cette comparabilité-là. Donc, on ne pas casser la chaîne de comparabilité. Ensuite, afin d'analyser des données comparables provenant de contextes différents, une adaptation locale est nécessaire. Donc, il faudra mettre des données administratives, etc., etc. On ne peut pas l'utiliser tel quel. Alors, les diapositives suivantes, voilà. Vous présentez brièvement comment adapter les questionnaires globaux standardisés en fonction de votre contexte local. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les informations sur ce qui devrait être modifié dans le questionnaire et comment modifier ces choses-là sont mentionnées dans l'onglet instructions dans chaque questionnaire. Dans chacun de ces 5 questionnaires, vous avez un onglet instructions qui vous explique la structure du questionnaire. Vous allez avoir des couleurs, vous allez voir pour faire des couleurs, vous pouvez choisir, vous pouvez faire ceci ou cela, etc. Et vraiment, vous avez toutes les étapes qui vous sont expliquées et les règles de modification qui vous sont mises dans cet onglet instruction dans chacun de ces questions. Alors, le modèle de formulaire peut être assez difficile à comprendre sans contextualisation. Dans certains cas, ça peut être un peu délicat. Donc, si vous avez des doutes ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à contacter le bureau régional, le siège pour obtenir de l'aide sur l'adaptation si c'est nécessaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me demander si vous êtes dans le doute. Sachez aussi que ces formulaires ont été publiés. Donc, ces 5 questionnaires que je vous ai présentés aujourd'hui et que je vais vous montrer maintenant en format XLS-Form. Ils ont été publiés sur le site Sense.fr et ils peuvent être retrouvés ici. Donc, soit vous pouvez aller en ligne directement et les chercher sur le site, ou alors vous pouvez aller dans la présentation d'aujourd'hui et là vous allez voir. Donc, vous avez, soit vous pouvez faire un download combiné de tous les formulaires, ou alors selon ce qui est nécessaire pour vous, vous pouvez faire, donc ça c'est le formulaire enfant, formulaire femme, démographie, ça c'est le formulaire sécurité alimentaire, EHA et tout ce qui est couverture en moustiquaire, et des instructions sur l'analyse de la mortalité, des données de mortalité. Voilà. Alors, revenons à notre présentation. Alors, comment est-ce qu'ils se présentent, ces formulaires? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, dans les prochains slides, je vais vous montrer le formulaire enfant. C'est un des plus grands, c'est un des plus complexes. Donc, on va utiliser cela pour voir tous les aspects de toutes les instructions et tout cela de la modification et l'adaptation de ces XLS. Donc, les formulaires globaux Sense, ces 5-là, dont je vous ai parlé comme vous venez de voir, ils sont établis en format XLS Form, qui est un format compatible avec de nombreux outils de collecte de données mobile, en particulier ODK Collect. ODK Collect, l'application que nous utilisons pour la collecte de données Sense. Et comme je vous disais avant, chaque formulaire comporte un onglet instruction sur la manière de les utiliser, qui va vous expliquer la structure et ainsi de suite. Donc là, vous avez votre formulaire à vous, puis vous voyez l'onglet instruction. Celui-ci sera présent dans chacun des formulaires. Alors, qu'est-ce que nous aurions besoin d'adapter? Quel type d'informations nous aurions besoin d'ajouter ou modifier ou adapter? Typiquement, les informations administratives. Nous ne pouvons pas intégrer toutes ces informations administratives de tous les pays du monde entier dans un formulaire global. Donc ça reste à vous d'adapter en fonction du niveau administratif, à 1, 2, 3, ainsi de suite, le camp, etc. Toutes les variables administratives pertinentes dans votre contexte. Donc tout ce qui est camp, bloc, section, zone aussi, ce sera à vous de les adapter. Vous pouvez aussi adapter pour les informations administratives le type de questions que vous voulez ajouter. Est-ce que par exemple pour le camp vous avez plutôt un nom, une liste de choix, ou intégrer le même choix, ou vous voulez plutôt un chiffre, tout dépend vraiment de votre contexte. Donc il faudra aussi regarder le type de questions que vous souhaitez
ajouter, adapter. Et aussi les contraintes. Par exemple, imaginons, en termes de zones, imaginons que vous avez des zones de 1 à 20. Donc, vous allez mettre une question intégrale, ça veut dire que c'est un chiffre que vous allez attendre entre 1 et 20, et vous voulez éviter qu'un énumérateur il puisse mettre 200, par exemple, que sans faire exprès, il ajoute un 0 de plus, et que 20 se transforme en 200, et dans ce cas-là, vous ne savez pas très bien dans quelle zone il a cet énumérateur-là à collecter les données. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une contrainte sur cette question-là en particulier. Vous pouvez dire que les réponses qui sont acceptées doivent être entre 1 et 20. Donc, si c'est 21 ou 200 ou 2000, ça ne sera pas accepté. Vous allez voir directement dans votre formulaire un message d'erreur. Ensuite, en plus des informations administratives, vous voudriez peut-être faire apparaître certaines questions facultatives. Donc, dans ces questionnaires-là, dans les 5 XLS Form, vous avez des questions obligatoires qui sont de base, qui sont utilisées pour calculer les indicateurs clés. Et vous avez aussi des questions facultatives qui ne s'affichent pas par défaut. Mais elles sont là, elles sont présentes et vous pouvez faire en sorte à ce que vous les ayez dans votre questionnaire si vous avez besoin. Donc dans ce cas-là, il faudra faire une manipulation pour faire apparaître cette question-là facultative. Pour chacune des questions, vous avez des instructions, donc en fonction des codes couleurs, ainsi de suite, vous saurez si c'est une question de base, obligatoire, ou une question facultative, si vous pouvez la modifier ou pas. Et vous avez aussi des instructions de comment la modifier exactement, précisément. Ensuite, vous aurez peut-être besoin d'adapter la liste des choix aussi. Alors, pour certaines questions, typiquement la source d'eau, comme elle est harmonisée sur le KPHA et GMP et que toutes ces données-là sont utilisées pour calculer les indicateurs clés, vous ne pourrez pas toucher. Il y a d'autres questions où vous allez avoir des choix un peu plus généraux, où vous aurez peut-être besoin de les adapter à votre contexte. Donc là, vous allez peut-être devoir aussi adapter ces listes de choix. Ensuite, vous aurez peut-être besoin de mettre des contraintes sur d'autres questions. Donc, comme pour la question de la zone, vous pouvez avoir, par exemple, vous ne pouvez pas choisir plus que 3 choix pour une question à choix multiple. Vous pouvez choisir que 3 maximum, des choses comme ça. Vous pouvez mettre des contraintes selon vos besoins, sur les questions qui peuvent être modifiées dans ce sens. Vous pourriez avoir besoin de changer votre libellé. Peut-être qu'un terme en particulier n'est pas adapté à votre contexte, donc il faudra le formuler différemment. Ça, vous pouvez le faire si la question vous permet de la modifier. Ou alors même ajouter de nouvelles questions. C'est peut-être que même dans les questions facultatives, vous n'ayez pas tout ce dont vous avez besoin, une question en particulier que vous voudriez adapter, que vous voudriez ajouter. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement ajouter une ligne en plus et puis ajouter votre question sur le libellé et tout ce que vous voudriez avec. Donc voilà, ça c'est des cas typiques où vous aurez besoin d'adapter votre XLS Form. Maintenant, regardons comment on fait cela. Alors, comme je l'avais dit avant, vous avez des instructions dans l'onglet instructions dans chacun des XLS Form. Et ensuite, ce que vous allez observer quand vous êtes dans l'onglet Survey, Choices et Settings, qui est en fait la base du XLS Form, c'est là où vous avez les données, les questions, les choix, et ainsi de suite. Vous allez observer que dans la colonne Name, vous avez différentes couleurs. Vous avez principalement 3 couleurs. Vous avez le rouge. Donc, toutes les questions qui sont en rouge, ça vous indique que c'est une question obligatoire. C'est une question à prendre avec précaution, car elle est liée à un indicateur très important qui est calculé à l'arrière-plan pour votre analyse. Donc, ces questions-là, ce sont les questions obligatoires qui ne doivent pas être modifiées. Vous doivent rester telles quelles, il ne faut pas modifier leur choix, il faut vraiment les garder telles quelles, sinon ça risque de casser un peu la chaîne de l'analyse plus tard. Ensuite, vous allez rencontrer aussi des questions qui sont en vert. Et ces questions en vert, ce sont celles qui sont facultatives. Donc, les questions facultatives, elles ne s'affichent pas d'office, par défaut, mais vous pourrez faire en sorte à ce qu'elles s'affichent en faisant quelques manipulations. Donc, voilà, ça, c'est les questions en vert. Et les questions en bleu sont les questions qui sont là, qui s'affichent, et que vous pourriez adapter. Donc, ces questions-là, c'est OK de les adapter. Donc, concrètement, vous pouvez toucher à tout ce qui est vert et bleu, et rouge, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précaution, de ne pas toucher. Vraiment, essayer de ne pas toucher les deux.
Ensuite, vous allez avoir des textes aussi qui sont entre crochets. Comme vous avez pu voir dans le questionnaire enfant sur des cas, vous avez entre crochets, veuillez ajouter un événement de départ, quelque chose, quand nous nous posions la question, sont-ils arrivés avant ou après ce moment-là important dans le temps. Eh bien, ces crochets-là veulent vous dire qu'en fait, il faut que vous adaptiez à votre contexte. Et vous êtes censé ajouter votre point de départ, votre point important dans le temps par rapport auquel vous posez des questions. Donc, tout ce qui est en crochet, c'est aussi à adapter. Et ça, vous allez voir dans le libellé, dans la colonne label. Et vous avez plus de conseils. Donc, quand je vous disais, vous la voyez pas ici, à l'écran. Je vais vous la montrer une fois que je vais aller dans XLS Farm. Tout à la fin, donc, vous avez toutes les colonnes qui sont nécessaires à XLS Farm, dont les onglets surveys, traces et settings. Et tout à la fin, la dernière colonne, vous avez une colonne qui est intitulée commentaires pour la modification et l'adaptation des formulaires. Vous avez d'abord en anglais, puis ensuite en français. Et dans cette colonne-là, alors il n'y a pas toujours quelque chose, mais il y a des choses, des informations qui sont nécessaires sont nécessaires. Mais vous avez des instructions, comment adapter ou modifier, ou comment prendre cette question-là en particulier, comment l'approcher et comment adapter ses besoins. Donc vous avez cette colonne-là aussi qui vous guide dans l'adaptation. Alors, je vous invite, alors, avant de passer à la prochaine, nous avons encore 15 minutes, c'est tout bon. Je vais ouvrir le XLS Farm enfant et vous montrer de quoi il a l'air, comment il est, et puis aussi vous montrer dans XLS Farm directement ce que je viens de vous dire. Donc, je vous avais mentionné le HB cutoff. Donc, ici, on est dans le formulaire enfant. On va prendre le taux de niveau 2. Donc, il va falloir adapter cela. Donc, il est ici. Ensuite, je vous avais parlé de l'onglet instruction qui est là. Celui-ci, il est présent dans chacun des 5 XLS formes. Le HB cutoff, il est présent seulement dans celui des femmes et des enfants, comme les autres ne mesurons pas le taux de niveau 2. Et si nous allons dans Survey, chose que je viens de vous montrer, dans la colonne Main, vous voyez que vous avez plusieurs couleurs. Donc, rappelez-vous, rouge à ne pas toucher, question obligatoire, délicate à modifier, vraiment, voilà, à ne pas toucher, rouge, il faut laisser tranquille. Vert, c'est la question facultative qu'on peut ajouter. Donc, cette question-là, si on la laisse telle quelle, elle ne va pas s'afficher. C'est une question facultative. Donc, il faudra faire en sorte à ce qu'elle s'affiche. Et aussi le bleu, voilà, que vous pouvez adapter selon vos besoins. Tout ce qui est en bleu ici, c'est adaptable. Et tout ce qui est en orange, alors ça, ça n'a rien de particulier, ça vous dit juste que c'est pas vraiment une question, c'est une information qu'on va remettre à l'écran. Nous voici. Donc là, vous voyez bien les couleurs. Et vous voyez, il y a pas mal de rouge quand même, une chose délicate, pas modifiée. Et aussi, je vous avais parlé de cette dernière colonne. Voilà. Donc là, vous avez Comments for Modification en anglais et Commentaires pour la modification et l'adaptation des formulaires. Et là, vous avez des informations, donc il n'y a pas toujours quelque chose, on peut faire quelque chose, on vous explique alors, typiquement pour la question, la variable de Worm, si vous souhaitez modifier la tranche d'âge des enfants de 24 à 60 mois, remplacez la colonne relevant par ceci, au lieu de ce qui est actuellement. Ou alors, pour une question en rouge, cherchons un commentaire. Ou alors, ceci, on dit calculation, c'est le nombre minimum de mois de l'enfant pour qu'il puisse être inclus dans les questions suivantes. Oui, modifier ceci, c'est les critères de change. Donc, vous avez c'est une question calculée, vous avez un chiffre, et si vous voulez modifier la tranche, entre 6 et 59, par exemple, vous l'adaptez autrement. Dans ce cas-là, c'est ici, dans la colonne calculation, qu'il faudra changer le chiffre. Donc voilà, et puis là, des fois, vous pouvez avoir des messages plus ou moins longs, s'il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir tout, donc, en gros, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez modifier et comment. Et où est-ce qu'il faudra aller exactement pour modifier. Et des fois même ce qu'il faut mettre exactement pour modifier quand vous souhaitez modifier.
Donc ça, vraiment, ça dépend des questions. Ensuite, revenons à notre présentation. Voilà. Ensuite, d'autres instructions de comment adapter vos XLS formes. Donc, les changements habituels, comme on a dit, comme on a parlé avant, ce sont typiquement les niveaux administratifs, les camps, etc. Les textes contextuels, donc tout ce qui est entre crochets, il faudra absolument adapter parce que sinon, vous allez avoir une instruction de comment adapter les choses entre crochets pendant votre enquête. Donc, le numérateur sera confus parce que vous l'avez pas là. Et tout ce qui est aussi la liste des choix, si c'est possible de modifier les choix, ce sera dans l'onglet choix, choices. Et les valeurs limites pour les contraintes, typiquement si vous voulez, comme l'exemple qu'on a pris avant, les zones de 1 à 20, il y a une contrainte qui soit maximum 20, et pas des nombres inférieurs à 1 non plus. Dans ce cas-là, il faudra aller dans la colonne constraint, mettre votre contrainte, et puis ensuite utiliser la question comme ceci. Si vous utilisez l'échantillonnage en grappe, il faut enlever le 1 égale 2 dans la colonne relevant de l'onglet survey. Et surtout, à chaque fois que vous adaptez votre questionnaire, n'oubliez pas de sauvegarder, parce que des fois, voilà, notre Excel peut se fermer tout seul, et qu'on n'a pas d'utiliser l'adaptation. N'hésitez pas à changer, sauvegarder, puis ensuite tester sur les plateformes déployées pour voir comment c'est sur les calculs. Donc voilà, là vous avez des petits screenshots qui vous expliquent un peu. Donc là, survey sur les questions, choices, c'est là où on va adapter les choix. Et aussi, donc on disait pour l'échantillonnage en grappe, il faut enlever le 1 égale 2 dans la colonne d'éléments de l'onglet survey pour tout ce qui est question. Ensuite, autre chose que vous aurez besoin d'adapter, c'est dans l'onglet Settings. Donc, Settings, c'est l'onglet qui contient toutes les données par rapport à l'enquête elle-même, comme son titre, sa langue par défaut, son version, et ainsi de suite. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de renommer votre enquête, votre questionnaire. Car pour l'instant, il a un nom, par exemple, il s'appelle Global V3 Sense Intelligence Questionnaire. Et si vous faites une enquête par exemple, Niger, peut-être vous allez l'appeler V3 Sense Intelligence Questionnaire Niger version 2 parce que vous avez modifié le questionnaire une fois et ça c'est devenu une version 2. Donc ça, c'est vraiment important de mettre à jour son nom et la version pour que vous puissiez vous retrouver dans les différents questionnaires et qui soient adaptés au contexte. Alors, revenons à notre questionnaire. Donc, les choices, ça c'est, on a adapté les choix. Et encore une fois, là, tout ce qui est en bleu, vous pouvez modifier sans problème. Tout ce qui est en rouge, à ne pas modifier. Bon, celui-ci, il n'y a pas énormément de choix. Mais voilà. Et puis, encore une fois, vous avez aussi les colonnes qui vous expliquent comment modifier les différents choix, cette fois-ci, pour cette question-là en particulier, et comment l'adapter. Et aussi dans Settings, donc là, vous avez le nom, le format ID, la langue par défaut, la version, ainsi de suite. Alors, n'hésitez pas, si vous changez, vous mettez ça en 2, vous avez mis votre format à jour, et vous voulez faire la distinction entre la version d'avant et cette version-là. Et voilà, n'hésitez pas à changer, puis là, je vais vous 2, 3, selon vos besoins. Et là aussi, pareil, vous avez cette colonne qui vous explique qu'est-ce que chaque colonne représente et comment modifier les informations présentes dans la colonne. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui pour la partie adaptation des XLS forms, c'est le cutoff. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle. Ça, c'est vraiment une nouveauté dans le Sense V3. Vous avez directement un onglet dans les formulaires, dans les XLS forms enfants et femmes, avec les cut-offs à appliquer selon votre localité et l'altitude que vous avez dans votre localité. Donc, en gros, ce qu'il faudra faire, c'est aller dans le formulaire enfants et femmes pour l'adaptation, aller dans l'onglet HB Cut-off et chercher votre localité.
Si vous trouvez votre localité dans la liste, il faudra appliquer la valeur. Il faudra prendre cette valeur-là et l'adapter dans votre XLS form. Et la valeur est dans la colonne qui s'appelle Reduction in Individual HP Concentration, G/TR. Donc, si vous la trouvez, vous prenez votre localité, vous prenez cette valeur-là, vous allez la mettre dans votre onglet Surveys pour adapter votre utilisation. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire que vous n'avez pas d'adaptation à faire, donc il faudra tout simplement faire. Il faudra juste vérifier si votre localité est là ou pas. Et ici, donc vous voyez, ici c'est l'onglet HP Cutoff. Ça, c'est la colonne qui vous indique les cutoffs à appliquer selon votre localité et l'attitude de votre localité. Il faut faire ceci dans les formulaires enfants et femmes. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre valeur, il faudra aller dans pour la variable cutoff, donc calculer cutoff, et au lieu de mettre, donc là c'est par défaut 0, si vous avez trouvé une autre valeur dans cette colonne que 0, il faudra la mettre ici tout simplement, et ça, ce sera la correction de votre valeur plutôt. Alors, dans le XLS Form, on va regarder comment ça s'affiche. Donc là, nous avons notre onglet HP Cutoff. Alors, imaginons que je suis à Gassol, par exemple, Bourgogne. Et donc là, je viens ici, je cherche, je vois Gassol, je me dis, ah, d'accord, ok. Gassol, il faudra mettre une réduction de moins 0,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Survey. Je vais chercher la variable cutoff qui est ici. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas avoir dans mon formulaire, c'est quelque chose qui se fait à l'arrière-plan. Et là, j'ai 0. Et je vais, à la place de 0, remplacer par, c'était 0,5. Voilà. Et là, j'ai adapté ma valeur cutoff pour la mesure de l'hémoglobine. Voilà. Alors, je peux, comme nous avons encore 5 minutes, est-ce que je peux expliquer aussi pour les langues dans le formulaire, on a le temps? Je sais que vous voulez aussi mentionner quelque chose à la fin. Est-ce que c'est tout bon? Je peux tout vous montrer? Oui. Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces formulaires-là, donc dans ces 5 formulaires-là, vous avez plusieurs langues qui sont présentes. Donc, dans le setting, je vous avais dit quelle est la langue par défaut. Ici, la langue par défaut, c'est l'anglais. Donc, c'est la première fois quand vous allez ouvrir votre questionnaire pour la première fois sur Radical Collect, il va d'abord s'ouvrir en anglais. Mais, il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Et à vrai dire, il y a 4 langues qui sont disponibles. Si vous allez dans l'onglet Survey, ici, vous allez voir, donc là, on a tout ce qui est en anglais. On a aussi la langue française qui est disponible, et comme nous avons pu voir sur les Collect, toutes les questions que nous avons vues, elles sont en français. Vous avez aussi l'arabe qui est disponible, la langue arabe, et la langue swahili. Donc ces 4-là, si vous les laissez comme ça, si vous utilisez le questionnaire tel quel, lorsque vous allez faire votre enquête, vous allez avoir ces 4 langues-là qui sont disponibles pour l'enquête. Vous pouvez, à n'importe quel moment dans votre enquête, switcher aller de l'anglais au français, l'arabe, au swahili. Si vous ne souhaitez pas avoir ces langues-là, pour ne pas avoir des examinateurs qui sont confus, et ainsi de suite, et vous voulez par exemple tout simplement garder l'anglais et le français, vous n'avez pas besoin de l'arabe ou du swahili. Dans ce cas-là, vous pouvez enlever la langue tout simplement. Donc là, vous avez le label, ça c'est la question elle-même. Il faudra en fait effacer directement la colonne, tout simplement. Donc dans l'XLS Form, imaginons maintenant on va effacer la langue arabe. Donc je vais aller ici et je vais tout simplement enlever la colonne. Cependant, il n'y a pas que le label, il y a aussi des fois des messages d'erreur qui s'affichent en arabe, il y a aussi des hints, il y a aussi, donc il faudra qu'on cherche en fait dans tout le XLS Form tout ce qui en a. Donc là, les hints, je vais aussi effacer. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ah, contrainte. Donc peut-être j'ai un message d'erreur de contrainte. Voilà, oui, effectivement. Donc ça aussi, je vais effacer. Et, et voilà. Et c'est tout. Donc là, ici, je n'ai plus que l'anglais, le français et le swahili. La langue arabe a été effacée. Il ne faut pas oublier d'aller dans Choices aussi, parce qu'il y a aussi il y a aussi des choix qui sont traduits en arabe.
Donc, je vais aller dans l'onglet Choices et je vais chercher English French. Ah, voilà. Là, là, je vais effacer. Et voilà. Ici, j'ai plus que les trois langues. Bon. Et après, dans Settings, là, on est bon. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de traduction, quoi que ce soit. Voilà. C'est juste la langue par défaut qui est mentionnée. Et là, pareil, Swahili. Donc, je vais effacer ça et ça. Et la troisième, plus la Choices. Et, euh, et voilà, et puis on efface totalement la langue. Alors, j'ai des questions qui viennent. Effacer les colonnes ou les supprimer. Euh, alors, il faudra tout simplement les supprimer. Il ne faut plus qu'elles soient présentes. Il ne faut pas les cacher, par exemple. Si vous les cachez, elles sont quand même là. Ce que vous cachez dans Excel Form reste quand même dans Excel Form. Donc, il faudra vraiment sélectionner votre colonne, clic droit, et alors là, c'est en anglais, chez moi, ça va être supprimé. Vraiment qu'elle ne soit plus présente, que vous ayez pas faut pas faire ça, masquer par exemple. Pareil. Là, vous sautez de la colonne D à F, directement, il y a une colonne E qui est cachée ici, et ça ne veut pas dire que ça ne sera plus affiché dans votre questionnaire. Ensuite, j'ai une autre question. Si on laisse ces langues, il n'y a pas moyen dans le questionnaire de cocher la langue qui convient pendant l'enquête? Oui. Alors, vous pouvez laisser les langues aussi, euh, et vous pouvez choisir celle que vous souhaitez pendant l'enquête, il n'y a pas de problème. Mais cependant, si vous voulez avoir un Excel form qui est vraiment adapté à votre contexte et pas que vous ayez plein de langues qui sont disponibles dans les énumérateurs, ils n'ont pas vraiment besoin, vous pouvez aussi tout simplement les dépasser. Alors, suite à la question effacer les colonnes ou les supprimer, oui, vous pouvez aussi effacer les colonnes. Par exemple, si il faut vraiment que vous enleviez le texte qui est dedans. Par exemple, là, cette colonne-là, et tout ce qui est là-dedans, vous pouvez effacer, puis vous pouvez laisser la colonne vide, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de données dedans. Donc, c'est vraiment, il faut effacer les données. Soit vous effacez la colonne en entier, soit vous faites l'un après l'autre. Mais je vous conseille quand même de effacer tout simplement la colonne en entier, si vous n'avez pas besoin de cette colonne en particulier. Super. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre session 4 sur le SENS V3. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on peut aussi répondre ultérieurement, il n'y a pas de problème, dans les prochaines sessions, par exemple, on peut aussi aborder des sujets si vous avez des notes ou des questions en particulier. Je pense que je vais aussi mentionner je vous laisse la parole, Joanne, Valérie ou Fanny. Oui, merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment gentil. Merci Et beaucoup. félicitations pour le timing surprenant. Oui, ben alors, on voulait vous dire, et Ochen va vous mettre un lien dans la chat box, que jeudi prochain, il va avoir un webinar organisé par Smart Initiative à 2h30 heure de Genève pour 1h30 où l'équipe Smart va présenter quelles adaptations ils proposent pour recommencer à faire des enquêtes nutrition, notamment des Smarts, qui est la base de Sense, malgré la problématique du Covid. Donc ça peut être très intéressant et on vous engage tous à y participer si vous pouvez. Évidemment, il y aura un enregistrement et on pourra essayer de vous le faire passer si vous n'avez pas pu assister mardi prochain au webinaire numéro 5. Voilà pour mon côté. Merci Claudia et puis bon après-midi à tous. Je laisse la parole à Fanny qui a peut-être un petit coucou à nous faire. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci bien. Merci Valérie. Je voulais juste préciser pour ceux qui n'ont pas suivi les webinars réalisés il y a 3 ans sur comment coder les questionnaires et comment adapter les questionnaires au contexte de l'enquête, ils sont disponibles sur le site Sense. Donc, si vous avez trouvé
là, les dernières diapositives sur l'adaptation du questionnaire étaient un petit peu rapides. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Vous pouvez consulter ces webinaires. Et après, en reprenant les informations qui ont été diffusées via Claudia, ça sera beaucoup plus clair comment adapter les variables, et les contraintes, comment adapter les limites inférieures, supérieures aux variables, tout ça, toutes ces choses-là, c'est tout expliqué dans les webinaires déjà organisés par CartONG il y a 3 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces webinaires. Et puis voilà, vraiment, on vous recommande également, comme Valérie l'a mentionné, de vous enregistrer pour le webinaire de jeudi de 14h à 15h30 sur la reprise des enquêtes SMART et SENS en contexte de Covid-19, où vous aurez les dernières recommandations de l'équipe SMART et du CDC. Et vous allez également avoir d'autres informations, notamment sur tout ce qui concerne les commandes d'équipement, les gants, les masques, qu'est-ce qu'on a besoin pour les enquêtes. Voilà, tout ça sera expliqué jeudi. Donc voilà, si vous avez une enquête dans quelques semaines ou quelques mois, n'hésitez pas à vous enregistrer pour ce webinaire. Voilà, bah écoutez, c'était tout ce qu'il y avait à dire de mon côté. Merci Claudia pour la présentation. J'espère que le son a été suffisamment clair pour tout le monde. Et puis s'il y a des questions, si des choses n'ont pas été bien claires, Claudia peut répondre aux questions par email, également au chat ou Valérie ou moi-même. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup et à jeudi. Au revoir.